Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. La responsabilité des chemins de fer luxembourgeois dans l'accident qui s'est produit en milieu de semaine. C'est une erreur humaine qui est à l'origine de la collision mortelle. Après l'agression de 3 hommes de la BAC hier, les syndicats parlent d'exacerbation de la violence, le malaise des policiers qui estiment avoir de plus en plus de difficultés à intervenir. La Corée du Nord est sanctionnée par l'ONU, une résolution du Conseil de sécurité dénoncée par son ambassadeur auprès des Nations Unies qui parle de méthode de gangster. Comment réussir son passage à la retraite? Comment changer de vie sans vertige? Pour tous les papy boomers, les entreprises organisent des stages. Au Jérusalem, le best-seller de Lapierre et Collins arrive sur les écrans. Une vaste fresque sur la création de l'État d'Israël, une page d'histoire, un sujet brûlant, un film d'Elie Chouraki avec Patrick Bruel. On connaît ce soir avec précision le scénario qui a conduit à la collision entre 2 trains à la frontière franco-luxembourgeoise. Les conclusions de l'enquête préliminaire sont sans appel. Il y a eu erreur humaine et ce sont les chemins de fer luxembourgeois qui sont responsables. Ils sont prêts à assumer toutes les conséquences. Loïc Delamornay, Grégory Boileau, Florence Gaillard. C'est sans doute l'erreur d'un homme qui a causé ce désastre. Et l'aveu est tombé ce matin au cours d'une conférence de presse où les autorités luxembourgeoises ont reconnu leurs responsabilités. À l'heure actuelle, même si c'est dur à dire, mais les conclusions sont implacables, nous pouvons admettre que la responsabilité principale doit probablement être assumée du côté luxembourgeois, c'est-à-dire des CFL. Ces résultats ne proviennent que d'une enquête préliminaire, mais le scénario de la catastrophe est désormais beaucoup plus clair. Il est un peu plus de 11h30 ce mercredi. Un train de fret de la SNCF se présente à ce feu de signalisation. Il a 45 minutes de retard, mais tout est normal. Le feu est vert, le centre de contrôle de Thionville avertit. Le train français poursuit sa route en toute légitimité, sur une voie unique, l'autre étant condamné pour travaux. À l'autre bout de cette même voie, au Luxembourg, un train de voyageurs se présente à un feu rouge. Le conducteur ne peut donc pas le franchir. Mais pour une raison encore incompréhensible, un agent d'aiguillage luxembourgeois de 36 ans, au poste de Bétambourg, lui transmet un ordre de passage écrit, unique procédure autorisée pour franchir un feu rouge. Le train luxembourgeois s'exécute et repart. Quelques minutes plus tard, l'agent d'aiguillage se rend compte de son erreur. Il tente d'alerter les 2 trains par une alarme radio. Peine perdue, les fréquences ne sont pas les mêmes. Les Luxembourgeois décident alors de couper l'alimentation électrique de la ligne, mais leur train a déjà franchi la frontière, il dépend désormais du réseau électrique français, et c'est trop tard. Aujourd'hui, l'aiguilleur luxembourgeois a été suspendu, les dirigeants de la compagnie ont d'ores et déjà annoncé qu'ils tireraient toutes les conséquences, y compris personnelles, de ce drame. Après l'agression de policiers de la brigade anticriminalité hier, les syndicats dénoncent une recrudescence dans les banlieues de la violence dont ils font les frais et dont ils sont les cibles. Dans ces quartiers, les policiers estiment qu'ils ont de plus en plus de mal à intervenir et à remplir leur mission. Un véritable malaise qui s'installe, comme ici, au commissariat de Melun. Zindine Boudaoud, Maricro. Et avec qui? Policier. Oui. Véronique 17? Ouais, c'est 17, c'est bon, je suis avec le minot. Voilà, ça marche. Ce garçon de 8 ans a lui-même composé le 17. Il s'est perdu dans les rues de Melun. Les policiers l'emmènent au commissariat avant de le remettre à sa famille. Faut pas partir comme ça, t'as vu les craintes que tu peux faire. Tu crois pas que ta grand-mère elle doit avoir un peu de peur là, se dire où est-ce qu'il est passé mon petit-fils? La journée a été plutôt calme pour le groupe police-secours du commissariat de Melun. Ces fonctionnaires ont entre 8 et 15 ans d'expérience. Fabienne a 26 ans. Les violences commises contre les policiers la révoltent, mais elle ne se laisse pas impressionner. Faut pas avoir peur. Peur à voir des jeunes, des gamins. Faut pas avoir peur face à des gamins. Ça serait leur donner le plus de pouvoir. Ça serait dommage. Le même genre d'agression peut nous arriver du jour au lendemain, c'est inconscient, on s'y attend. Mais bon, du coup, maintenant, on se méfie quand on va sur une intervention dans un quartier difficile. On se dit, si ils ont fait dans plusieurs quartiers, s'ils prennent exemple, ils peuvent nous faire le même coup. Donc maintenant, on arrive, on se méfie, on fait attention. Dans sa patrouille, le quart de police-secours n'est pas seul. Un autre véhicule d'intervention n'est jamais très loin. C'est désormais la règle pour assurer ses arrières. Le premier véhicule de police va intervenir. Et si on n'a pas un second véhicule qui nous soutient comme celui qui vient de passer, on peut recevoir des cailloux alors qu'on est là vraiment pour aider les gens. C'est sûr qu'il faut que les plus grands comme nous, on parle aux plus jeunes en disant ça servira à rien au loin d'insulter la police, etc. Même s'il y a eu un problème, une fois ou deux, essayons d'être plus intelligents, faisons le premier pas. Donc je pense que
Je pense qu'on doit condamner ça, c'est sûr qu'on peut pas agresser un policier. Mais l'an dernier, d'autres quartiers de Seine-et-Marne, bien plus difficiles, ont vécu des émeutes. Un an après, les policiers redoutent de nouvelles violences. Et pour faire face à ces agressions ou à des attaques en bande et pour savoir comment intervenir au mieux, les policiers sont placés dans des situations virtuelles, des simulations pour apprendre à réagir et gérer les interpellations. Une formation dans le Doubs, un département réputé calme. Karine Comadi, Mathias Second. Énoncé de l'exercice, une voiture fait du rodéo, la course-poursuite s'engage avec les policiers, les renforts arrivent. Mais au moment de l'interpellation, les choses dégénèrent et des bandes déferlent. Face aux policiers de Franche-Comté, sous le regard critique de leur commandant, ces hommes en t-shirt et balles de tennis à la main, ce sont leurs collègues, apparemment très inspirés par le changement de camp. Manifestement, personne n'est à l'écoute radio. Les policiers sont dépassés. Sur le terrain fictif, le maintien de l'ordre échoue vraiment. Ils sont trop pressés d'intervenir et ils n'interviennent pas de manière très structurée, très organisée. Ça veut dire que si demain il y avait des émeutes, on pourrait éventuellement dénombrer un certain nombre de policiers en difficulté. Visiblement, l'exercice a sa raison d'être. L'hiver dernier, des émeutes avaient pour la première fois embrasé Besançon et sa région, traditionnellement plutôt calme, et confronté ces mêmes policiers à des situations inédites. Quand on arrive, la situation a pas mal dégénéré. Beaucoup de problèmes au niveau de la radio parce que Faire travailler ensemble 90 policiers de 4 départements différents, la partie n'est pas gagnée, mais en cas d'émeute, il faut s'adapter. Vous êtes demandeur de quoi comme apprentissage là aujourd'hui? Travailler en groupe. Il faut travailler en groupe, la cohésion de groupe c'est difficile. Parce qu'après, bon, le thème, rencontrer des gens hostiles en face de nous, on a l'habitude. Depuis les 15 jours d'embrasement de novembre dernier, la Franche-Comté a retrouvé son calme. Relatif selon les policiers qui préfèrent se tenir prêts. Après l'adoption de sanctions par le Conseil de sécurité de l'ONU, la colère froide de l'ambassadeur de la Corée du Nord qui estime que ce sont des méthodes de gangsters. Cette résolution votée à l'unanimité et qui reçoit aujourd'hui le soutien de l'Union européenne ne devrait pas empêcher la poursuite de discussions diplomatiques avec un effet miroir à destination de l'Iran. Claude Sampère. Un vote unanime pour sanctionner la Corée du Nord. 5 jours après l'annonce par ce pays d'un test nucléaire, une décision ferme du Conseil de sécurité des Nations Unies qui impose à la Corée du Nord des sanctions financières et des restrictions en matière d'armement. La résolution demande à tous les pays d'empêcher la vente vers la Corée du Nord d'armements non conventionnels et impose un embargo sur les armes conventionnelles lourdes et les produits de luxe. Il était essentiel que la communauté internationale soit unie et fasse preuve d'une fermeté exemplaire. L'ambassadeur de Corée du Nord a immédiatement rejeté cette résolution. Le Conseil de sécurité, a-t-il déclaré, utilise des méthodes de gangsters. En termes très durs, il dénonce ensuite les pressions américaines et quelques instants plus tard, il quitte la salle. Dans le monde entier, les réactions se sont multipliées en faveur de cette décision en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis. Le président Bush a affirmé qu'en votant cette résolution, le monde a envoyé un message unanime aux dirigeants nord-coréens. Dès la semaine prochaine, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice se rendra dans la région pour étudier toutes les mesures nécessaires à l'application de cette résolution. Pour l'heure, le dirigeant nord-coréen est resté silencieux, mais de sources russes, on affirme que la Corée du Nord serait prête à revenir à la table des négociations et à reprendre les discussions à 6 sur la question nucléaire. Jacques Chirac s'est bien entretenu par téléphone avec le Premier ministre turc pour lui rappeler sa position concernant le génocide arménien, avec à la fois le nécessaire devoir de mémoire turque et l'inutilité de la loi votée par les députés français. Il s'agit de cette proposition de loi socialiste adoptée par l'Assemblée mais qui doit être encore débattue au Sénat, une loi qui rend passible de prison la négation du génocide arménien. Le chef du gouvernement turc, Recep Erdogan, que vous voyez à l'image, a précisé pour sa part que Jacques Chirac lui aurait exprimé ses regrets.
après, il se serait dit désolé, comprenant et partageant les sentiments du peuple turc. Aujourd'hui, une nouvelle manifestation s'est déroulée à Istanbul. Une centaine de participants ont lancé des œufs sur la façade du consulat de France. Politique, Jean-Louis Debré fustige les attaques incessantes de Nicolas Sarkozy contre le gouvernement et Jacques Chirac. Le président de l'Assemblée nationale affirme que ce dénigrement continu est insupportable. Propos tenus dans le journal du dimanche. Quant à Jean-Pierre Raffarin, invité de nos confrères d'RTL, il a souligné que la majorité n'avait qu'un seul devoir, le devoir de victoire. L'ancien Premier ministre cherche à calmer le jeu. On l'écoute. Moi, je suis pacificateur, donc ne comptez pas sur moi ce soir pour mettre de l'huile sur le feu. Nous avons un devoir de victoire. Moi, je veux, pour mon pays, gagner. Et pour ça, je crois qu'il faut faire l'union. Et l'union, ça veut dire respecter les uns et les autres, ça veut dire de la liberté d'expression, mais un certain nombre de règles, et les règles, elles me paraissent être définies par notre vie dans le parti. En Afghanistan, la disparition d'un journaliste italien depuis plusieurs jours est officiellement considérée comme un enlèvement. Il s'agit d'un rapt, affirment les autorités italiennes, sur la base de témoignages. En Italie précisément, où a été mise à jour, en plein cœur de l'Europe, une organisation criminelle qui réduit des hommes à l'état d'esclaves. Ces travailleurs viennent de Pologne, croyant être employés comme saisonniers. En réalité, ils sont placés dans des camps de travail, battus et menacés. Un réseau mafieux démantelé par la police. Reportage Claude Sampère, Karine Guillaume. Une ferme abandonnée dans la région de Foggia, tout au sud de l'Italie. Sous la protection de policiers en civil, pour la première fois, Stanislas revient dans cet endroit. Ici, il a été séquestré et maltraité pendant plus de 4 semaines. Venu de Pologne, comme ses amis, on lui avait promis un emploi à 500 € par mois pour récolter les tomates. Et dès le premier soir, il s'est retrouvé en enfer. Voilà, c'était ici. On était 12, tous polonais à s'entasser sur ces 2 lits et ce matelas. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette. C'est difficile pour moi de vous raconter. C'était tellement dur. La seule chose apaisante ici, c'était les paysages. Les montagnes me donnaient de la force. La journée, Stanislas et ses amis travaillaient dans les champs, 12 à 15 heures. Ils étaient en permanence surveillés par des hommes armés, des petits mafieux très violents qui les menaçaient de mort en cas de rébellion. Regardez, ça c'est l'eau qu'ils nous donnaient une fois par semaine, un bidon. On était 12, on avait juste ça pour se laver et pour boire. Ça nous rendait souvent malades. Depuis l'été dernier, la police, au cours d'opérations coup de poing, a découvert plusieurs endroits comme celui-ci. Des sortes de camps de travail où les immigrés des pays de l'Est sont traités comme des esclaves. On leur promet 25 € de salaire par jour et ils doivent payer pour tout. 3 € pour une tente, 5 € pour des bougies et de la nourriture, 1 € pour être transportés dans les champs. Et s'ils tentent de s'échapper, on les frappe. Chaque année, de juillet à octobre, des milliers de travailleurs arrivent des pays de l'Est pour récolter les tomates, la principale richesse de la région. Ces travailleurs coûtent moins cher que la machine. Beaucoup ici connaissaient l'existence de ces camps de travail forcés, mais presque tout le monde fermait les yeux. Le consul de Pologne, qui est aussi un grand exploitant agricole, a, lui, décidé de dénoncer le scandale. Sur ces terres, il faut aujourd'hui travailler plusieurs Polonais qui viennent de ces camps. Les Italiens qui exploitent ces travailleurs sont des gens riches, des cols blancs. Ils ne se salissent pas les mains, c'est difficile de les arrêter. Les autorités polonaises sont aujourd'hui sans nouvelles de 119 personnes parties pour l'Italie ces dernières années. La moitié aurait disparu dans cette région de Foggia et les magistrats antimafia viennent de décider la rouverture d'enquête sur plusieurs cas de morts suspectes. Comment bien négocier son passage à la retraite? Comment changer de statut, de rythme de vie? Pour les papy-boomers, la question est d'actualité. Ils sont nombreux à être concernés. Et pour ceux qui ont le vertige, de plus en plus d'entreprises proposent à leurs salariés des séminaires de préparation. Julia Delage, Thierry Breton. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez-y, repérez vos partenaires. Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ces sexagénaires se préparent des jours heureux. Ambiance colo dès 8 h du matin. Parce que la retraite est un boulot à plein temps, ils abordent le 3e âge comme on démarre une nouvelle vie, avec enthousiasme et légèreté. Ah mais j'ai senti que vous alliez stopper naturellement. Hein. Vous voyez faire ça après chez vous? On commence ? Oui.
Oui, avec mon petit-fils, pas de problème. Ce qui est important, c'est la relation les uns avec les autres. Je pense que ça aussi, leur montrer que voilà, ils font toujours partie intégrante de la société, qu'ils ne sont pas tout seuls. 1, 2, 3. Cette prise de conscience passe par le jeu et la reprise de l'activité physique. Mais elle se nourrit aussi de mots. Chacun exprime ses envies, déménager, s'occuper de ses petits-enfants, mais aussi ses appréhensions. Isolement, vieillesse, sentiment d'inutilité et puis surtout... Alors, une des craintes que vous avez évoquées hier, quand on a parlé en général de la retraite, c'était aussi de se retrouver à deux. En 10 ans, le taux de divorce des plus de 60 ans a augmenté de 30%. Comment se retrouve-t-on après s'être croisé pendant 30 ans et comment faire quand l'un des deux travaille toujours? Je m'aperçois qu'elle désire que je sois de plus en plus présent, parce que elle a besoin d'être accompagnée. C'est sûr, on fait un grand vide dans la maison avant de refaire d'autres projets. Mais fourmiller de projets n'empêche pas d'évoquer les sujets qui fâchent. Cette charmante jeune femme, mandatée par une compagnie d'assurance, est venue leur parler assurance décès et obsèques. À la fin, ça devient un peu angoissant. Il faut savoir que quand on part en retraite, on a une diminution de son revenu de l'ordre de 40% par rapport à celui de l'activité. Il est évident que ces sujets sont de moins en moins tabous. C'est-à-dire qu'on veut se prémunir au mieux de façon à libérer nos enfants de toute cette charge qui va arriver brutalement. Heureuse génération que celle des papy-boomers. 12 millions de personnes qui ont connu le plein emploi, la révolution sexuelle et pour lesquelles aujourd'hui tout est fait pour que la vieillesse ne soit pas un naufrage. Le mondial a fait le plein, près d'1,5 million de visiteurs, chiffre donné cet après-midi à quelques heures de la fermeture du premier salon automobile au monde pour sa fréquentation. Un nouveau record, même si les ventes des constructeurs européens font grise mine. On retiendra dans les allées du salon cette foule de passionnés qui depuis 15 jours admirent, photographient, essayent les modèles de son choix. Luc Bazizin, Sylvain Gauthier. Des kilomètres à pied pour voir des autos immobiles, forcément ça use. Et l'épuisement se fait surtout sentir pour ceux qui viennent de plus loin. On a 4h30 de route et on est parti à 4h ce matin à peu près. Donc grosse fatigue. Et voici le dernier carton de posters et de sacs. Tout doit disparaître jusqu'à la dernière minute, tout s'arrache. Sur le stand Peugeot, 300 000 sacs comme celui-ci et 1,5 million de posters comme celui-là auront été distribués. Ils veulent savoir ce qu'il y a comme cadeau, ce qu'ils peuvent avoir, s'il y a des calendriers, des porte-clés. Pour l'instant c'est plutôt pour les petits, pour qu'ils s'amusent. Et puis moi je regarde aussi dans l'éventualité de pouvoir changer une voiture un jour, je sais pas. Du côté des constructeurs, le bilan semble positif. Les carnets de commandes se sont remplis, de quoi épuiser certains vendeurs. On ne fait pas des ventes sur le salon, on fait des bons de réservation. Et bons de réservation, on est un petit peu plus de 500. Donc c'est notre objectif et c'était ce qu'on avait fait à peu près il y a 2 ans. Chez Renault, la nouvelle Twingo ne sera à vendre qu'en 2007. Mais en attendant, les visiteurs ont ouvert leur porte-monnaie plus largement. On est absolument ravis. On a fait 30% de plus sur 2006 avec le même nombre de visiteurs. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Près d'1,5 million de visiteurs auront donc foulé ces allées pendant 15 jours, soit autant de monde qu'il y a 2 ans. D'abord un très grand succès populaire, nous égalons les records absolus en termes de nombre de visiteurs et Paris reste le plus important salon de l'automobile dans le monde. Tous ne seront pas repartis avec des nouvelles clés de voiture en poche, mais nombreux garderont de belles images en tête. Le tabac sera donc interdit en France dans tous les lieux publics. En février 2007, un sursis a été donné aux cafés, restaurants, hôtels et discothèques qui seront non-fumeurs à partir de janvier 2008 avec une tolérance, l'aménagement sous des normes draconiennes de fumoir. Eh bien, ce plan inquiète la corporation, craignant de faire fuir la clientèle. Pourtant, voici une étude qui devrait rassurer, menée en Écosse dans les pubs sans tabac. Elle démontre que les employés se portent mieux et que le chiffre d'affaires est même en augmentation. Jean-Daniel Fisaquier. Les barmen écossais non-fumeurs peuvent légitimement boire à leur propre santé. Une étude publiée dans la revue médicale américaine JAMA montre en effet qu'ils ont très vite bénéficié de l'interdiction de fumer instaurée en mars 2006. 77 barmen de Dundee ont été examinés. On leur a demandé s'ils souffraient des symptômes suivants: yeux rouges, nez qui démange, gorge qui gratte, ou bien encore une toux, un sifflement dans la poitrine ou un essoufflement. En février 2006, 61 d'entre eux se plaignaient. 1 mois après l'interdiction, il n'était plus que 41 et 38 2 mois plus tard. En 2 mois donc, 33% des employés allaient mieux
Une révélation pour ce patron de pub. Je n'imaginais pas à quel point mes employés pouvaient être perturbés par cette atmosphère enfumée. En moyenne, les employés ont vu leur capacité respiratoire augmenter de 10% et le taux de nicotine dans le sang de ces fumeurs passifs a été divisé par 2. Dernier chiffre, et pas des moindres, depuis l'interdiction de fumer, le chiffre d'affaires des pubs écossais est en hausse. Les clients restent en effet plus longtemps et mangent et boivent en conséquence. Au Proche-Orient, l'armée israélienne multiplie ses incursions dans la bande de Gaza, des opérations militaires pour empêcher les tirs de roquettes sur place. Laurent Boussier. Le missile a frappé la voiture de plein fouet. Aucun survivant évidemment. Les occupants, tous militants du Hamas, ont été enterrés en quelques heures. Nouvelle flambée de violence dans la bande de Gaza. Après les combats entre factions palestiniennes de ces derniers jours, qui avaient déjà fait des dizaines de morts, c'est maintenant l'armée israélienne qui y mène sa plus grosse attaque depuis le mois de juin. 22 Palestiniens tués en 48 heures et de très nombreuses destructions. Les Israéliens ont fait sauter ma maison parce qu'ils pensent que les miliciens du Hamas ont tiré des roquettes depuis le champ qui est là, juste derrière. C'est la justification officielle de cette incursion israélienne. Prouver les lance-roquettes anti-chars et les fusées Qassam que le Hamas a réussi à introduire récemment en contrebande à Gaza. Attaque terrestre, attaque aérienne, et pour la population déjà privée de tout et soumise à la violence des milices, de nouvelles souffrances, de nouveaux désespoirs. Que Dieu nous vienne en aide, que ceux qui ont tué mon fils soient maudits. Les chars israéliens ont quitté il y a quelques heures le nord de la bande de Gaza, y laissant quelques destructions supplémentaires. Mais ici, tout le monde sait que ce type d'opération va se multiplier, l'état-major israélien voulant à tout prix détruire les stocks de roquettes Qassam avant que celles-ci ne soient tirées sur Israël. Les États-Unis s'apprêtent à passer le cap des 300 millions d'habitants et ce sera un événement mardi prochain. Les ordinateurs sont en marche, il faudra de savants calculs. L'emblématique champion de la démocratie américaine n'est pas encore connu. S'agit-il d'un bébé à naître ou d'un résident qui obtiendra ses papiers? Affaire à suivre. Alain Chalvron. Le 300 millionième américain pourrait tout aussi bien être le frère de ce petit robot, car en fait, il sera virtuel. Ce sont les ordinateurs du Census Bureau qui ont décidé que mardi prochain, à 7h46 précise, les États-Unis auront 300 millions d'habitants pile poil. Extrapolation statistique, à partir du recensement de l'an 2000, tenant compte du fait qu'il y a un Américain de plus toutes les 11 secondes. Mais on ne saura jamais si ce 300 millionième américain est un nouveau-né ou un immigrant clandestin. C'est ça le progrès, la globalisation, la virtualisation, la déshumanisation, car il y a 39 ans, le 200 millionième américain, lui, avait un visage et un nom. Il était d'origine chinoise. Je pensais toujours devoir être à la hauteur de cet honneur. Ce 300 millionième américain aura de bonnes chances d'être issu de la communauté latino-américaine, devenue la première minorité du pays devant les Noirs. Un phénomène pas toujours bien accepté. Cela va être un vrai fardeau pour notre économie. Il y a déjà trop de gens qui dépendent de notre gouvernement. Ça montre que les gens du monde entier veulent vivre ici, parce qu'on a le meilleur cadre de vie. Et on accepte tout le monde. Les statistiques révèlent également, et c'est le plus surprenant, qu'une majorité des familles américaines, 50,2%, vit désormais en dehors du mariage traditionnel, loin, très loin de l'image chrétienne et bien pensante que les évangélistes américains voudraient donner de leur société. En France, à l'occasion de la Semaine du goût qui commence demain, nous avons choisi de nous intéresser à cette initiative de la poule aux œufs frais, toute une chaîne à disposition de particuliers qui passent un contrat avec le fermier pour avoir chaque semaine des œufs tout juste pondus dans leur assiette. Mallory Aounou, Daniel Lévy. Elles ont quartier libre dès le matin, les 7000 poules de la ferme des Échancés. Du terrain, l'air pur des Vosges, à près de 600 mètres d'altitude, Éric Valgère les soigne d'autant mieux que certaines ont des propriétaires exigeants depuis la mise en place du contrat poule. Je vous propose d'acheter une poule, je la garde et je vous livre vos œufs. C'est le principe du contrat poule, voilà, je suis le responsable du pensionnat des poules. Les plus gros œufs, il les réserve à ses clients privilégiés. Une boîte de 6 chaque semaine qui leur revient à 1,50 €. On ramasse les œufs tous les jours, ça c'est une obligation. Et moi je m'engage à livrer des œufs qui ont moins de 48 heures.
Pour assurer les livraisons, il a dû embaucher. Déjà 700 clients de la région sont séduits. Ils savent d'où viennent les œufs, comment sont élevées les poules. Surtout, ils ont appris à reconnaître la fraîcheur d'un œuf. Voilà, donc là vous avez un œuf qui a été pondu ce matin. Vous voyez, on a deux types de blanc. On a un blanc très liquide et un blanc gélatineux. 24 heures après la ponte, le blanc gélatineux commence à se liquéfier. Et au bout de 5-6 jours, vous n'avez plus que du blanc liquide. Les œufs que vous avez dans le commerce sont en moyenne 5 jours, quand ils arrivent dans le magasin. Et l'œuf est un produit vivant et qui bouge très très vite. Et il est bien évident que quand la protéine du blanc se dégrade, ça modifie le goût de l'œuf. Rien de tel en tout cas pour apprécier un œuf du jour que de le manger à la coque. C'est une belle omelette, bien jaune. Ou en omelette. Mais la famille Speck a déjà une autre saveur sur le bout de la langue, celle de leur poule qui sera livrée en fin de contrat, vivante ou prête à cuisiner. On ne la récupère pas vivante, nous. Ouais, parce qu'on peut la récupérer vivante, mais en fait, nous on la récupère pour faire une poule au pot. Éric Valgère espère doubler sa clientèle d'ici 1 an et pourquoi pas étendre ses livraisons à la région parisienne. Dans le Finistère, hommage aux précurseurs de l'aviation. Il y a 150 ans, dans une drôle de machine, un marin breton était le premier au monde à prendre son envol. Une performance commémorée avec des planeurs sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue. Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Il y a 150 ans, sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue, Jean-Marie Lebrise, à bord de sa barque ailée, réalisait le premier vol humain dans un engin plus lourd que l'air. Il s'est élevé à 50 mètres d'altitude et a parcouru 200 mètres. Lebrise était un marin et notamment un sauveteur en mer très émérite. Et sa grande volonté, c'était de pouvoir porter secours aux marins en danger, quoi. Et en fait, il cherchait à faire, c'était un pont aérien entre la terre et le naufrage, quoi, pour passer des haussières. En fait. Ce week-end, les spécialistes du vol à voile ont voulu rendre hommage à ce précurseur. Sur la même plage de Plonévé-Porzay, ils ont lancé leur planeur. Il a décollé, il a volé et nous on revient ici 150 ans après. C'est ça qui est assez fantastique et sympa de voir où ça a commencé, quoi. Aujourd'hui, ce n'est plus un cheval, mais un treuil qui lance les planeurs. Le décollage au treuil, peu usité en France, est pourtant moins onéreux que le remorquage. Ok, on est largué. 5 fois moins cher, 40 secondes on est en l'air. Consommation pour un treuil mécanique comme on a actuellement, c'est 1 litre à la treuillée. Le treuil, c'est aussi l'occasion de pouvoir décoller à partir de plage pour des sensations uniques. C'est fabuleux, là on a toutes les impressions, c'est d'une douceur, en même temps on monte très fort, on a une vue sur l'ensemble de la baie et c'est fabuleux, quoi. Jean-Marie Lebrise n'est jamais allé aussi haut et aussi loin, mais aujourd'hui s'envoler d'une plage est très rarement autorisé. Alors, nos hommes oiseaux ont profité largement de l'occasion, juste un peu plus libre encore, comme l'avait rêvé le pionnier. En Angleterre, des milliers de figurants pour célébrer la très célèbre bataille d'Hastings, l'une des plus importantes de l'histoire britannique, pour ce 940e anniversaire auquel ont participé plus de 3000 figurants. Une reconstitution en costume dans la petite ville de Battle, dans le sud de l'Angleterre. Tout simplement féerique, la parade indienne dans le centre de l'île. Des dizaines de milliers de spectateurs ont admiré hier soir cette fête des Lumières, encadrée par des éléphants géants. Jean-François Firet, Dominique Mas. En tête de cortège, un sorcier hindou. De son regard de braise, il a envoûté les foules. 100 000 personnes au moins ont succombé à ses charmes hier soir dans les rues de l'île. L'île s'oscurit avec ses éléphants, son palais de Maharaja et ses danseurs. Concerts, spectacles, expositions. Pendant 3 mois, la capitale des Flandres va se donner des airs de Bollywood Boulevard. La parade a lancé les festivités, 1400 participants, des professionnels et beaucoup d'amateurs. Même ceux qui ne savent pas danser ont trouvé quelque chose à faire. Je pousse. Et vous poussez quoi? Un taxi de Bombay. Vous pouvez pas le conduire? Bah non, il n'y a pas de moteur. Pas de moteur, pas de barrière non plus. Reculez, 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 reculez. Pour se frayer un chemin, il a fallu jouer des coudes. Ici, c'est la tradition. Le public doit pouvoir s'approcher au plus près des acrobates. C'est comme ça, paraît-il, qu'on en prend à chaque fois plein les yeux. C'est magnifique, quoi. Franchement impressionnant. Et toi, ça te plaît? Oui. Et pourquoi? Parce que j'aime bien.
La musique aussi. Après Lille 2004, quand même, j'en attendais pas moins, donc je suis vraiment satisfaite. Lille, capitale européenne de la culture, c'était il y a 2 ans. Un succès considérable, la cérémonie d'ouverture avait attiré jusqu'à 850 000 personnes. Cette nouvelle opération, baptisée Lille 3000, a moins d'envergure mais autant de ferveur populaire. La fête hier soir s'est achevée au milieu de la nuit. Défilé à Paris des vieux bus parisiens. La RATP fête les 100 ans de la naissance de l'autobus, une véritable parade. Le premier bus a relié Montmartre à Saint-Germain-des-Prés en 1906. Ces fameux bus verts et blancs à plateforme arrière ont circulé dans les rues de la capitale jusqu'en 1971. 20 000 participants ce matin pour le semi-marathon de Paris, 20 km à parcourir. Le départ a été donné sous la Tour Eiffel vers 10 h et le vainqueur, le Français David Kinross, est arrivé 59 minutes et 23 secondes plus tard au Quai Branly. Chez les filles, c'est une Kenyane qui a remporté la course en 1h10. C'est de l'île de la Réunion que la navigatrice Maude Fontenoy a largué les amarres. Elle part pour 5 mois de traversée à bord de son voilier de 26 mètres pour ce tour du monde à l'envers que les navigateurs décrivent comme un véritable chemin de croix. Un dramaturge hors pair, connu dans le monde entier, Samuel Beckett, prix Nobel d'origine irlandaise, aurait eu 100 ans cette année à Paris. Un festival lui rend hommage. Sophie Jouve, Thierry Breton. Beckett, pour les photographes, c'était d'abord un visage magnifique. Eux l'abordaient par la tête. Quant à son œuvre, on pourrait tout aussi bien l'aborder par les pieds. Beckett fut un grand marcheur, autant que ses personnages. Car pour lui, marcher, c'est se tenir debout, résister à tous les enfermements et à la disparition finale. Comme dans sa pièce, Fin de partie. Qu'est-ce que c'est, mon gros? C'est pour la bagatelle? Tu dormais? Oh non. Embrasse. On ne peut pas. Essayons. Moi, j'ai essayé de combattre certaines idées reçues sur Beckett, à savoir un auteur triste, morbide, noir. Une œuvre qui suscite autant de crainte que d'impatience et qui se résume trop souvent à 2 pièces, Oh les beaux jours, En attendant Godot. Alors, dans son sanctuaire, ce passionné a fait un rêve un peu fou. Présenté à Paris pour la première fois, toutes les facettes du dramaturge irlandais. Nous sommes allés voir les théâtres, tous les théâtres, les plus grands comme les plus petits, frapper à la porte comme des représentants de commerce, et nous leur avons expliqué ce que nous voulions faire pour ce centenaire de Beckett, c'est-à-dire monter toutes les pièces de Beckett, 19 pièces. Un peu plus au nord, dans la capitale, on peut ainsi découvrir avec le grand Peter Brook 3 fragments de théâtre, dont l'un est totalement muet. Un raccourci ironique de notre rage de vivre et de notre impuissance. Pour lui, il y avait la parole, comme tout auteur dramatique, mais aussi le silence. Et c'est pas pour rien qu'il a écrit plusieurs pièces qui étaient que des indications de gestes de mouvement. Dernière étape, la comédie française, elle aussi du voyage, avec des textes en forme d'énigmes poétiques. Et si derrière la noirceur de Beckett se cachait toute la lumière du monde, un encouragement à tous les hommes à aller jusqu'au bout de leur chemin. Beckett, qui a vécu à Paris la fin de sa vie, nous aura en tout cas bien fait marcher. Au Jérusalem, le best-seller de Lapierre et Collins arrive mercredi sur les écrans. Une vaste fresque sur la création de l'État d'Israël, une page d'histoire, un sujet brûlant. Un film signé Élie Chouraki avec Patrick Bruel, Sophie Jouve, Vincent Bouffartig. New York, 1947. Ils sont inséparables, Bobby le Juif, Saïd l'Arabe. 2 amis bientôt rattrapés par l'histoire. Les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un État. Si, ils y ont droit, Jacob. Mais c'est aux Arabes de décider s'ils veulent partager leur pays. C'est pas aux Nations Unies de décider. Comprendre le conflit israélo-arabe en remontant aux origines et à la création de l'État d'Israël. Cet État portera le nom d'Israël. Rendons hommage à tous ceux qui sont morts pour ce jour. Qu'ils soient tous bénis. L'Echaim! J'ai eu l'impression d'être pendant quelques mois à côté de David Ben Gurion et pendant quelques mois de participer à la création de l'État d'Israël. J'ai vécu un espèce de moment d'euphorie absolument extraordinaire. Adapté du best-seller de Lapierre et Collins, paru en 1971,
Ô Jérusalem retrace les grandes étapes de cette guerre, au travers des hommes qui l'ont vécue. De toute manière, c'est un sujet, et à partir du moment où il se passe dans cette région, qui exacerbe toujours les sentiments. Mais il y a deux légitimités. Il y a la légitimité des Arabes de Palestine qui vivent en Palestine et qui que lorsque ce passage arrive, ne l'acceptent pas. Il y a la légitimité de ce peuple, les Juifs, qui sortent de la Deuxième Guerre mondiale. Allô? Hey, Bobby, je peux pas te parler là, parce que cette Juif ne lui parle plus jamais. Un peuple a eu le sentiment de retrouver sa terre, un autre qu'on lui volait la sienne. Pour tous les participants au tournage, il y avait un danger, prendre parti. Faire attention de ne pas tomber consciemment ou très inconsciemment dans la propagande, ce qui est très dangereux. C'est pour faire la guerre, la propagande. Donc, et puis aussi, de respecter, quoi, de se dire que si on veut faire un film équilibré, un film honnête, il faut respecter la douleur des deux camps. Tu sais ce que Jérusalem veut dire en hébreu? Yerushalayim, la ville de la paix. Ce film veut se placer dans la perspective d'une paix future, en incarnant dans Jérusalem la ville aux trois religions, pour que deux peuples se remettent à dialoguer, comme Bobby et Saïd. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet, 20h50, FBI porté disparu. Excellente fin de soirée sur France 2.